Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Eugénie. Salut Eugénie. Salut. Alors Eugénie, elle fait partie des membres du programme de coaching Éclosion. Eugénie, elle a eu un parcours assez compliqué et chaotique, avec plein d'imprévus, avec plein de rebondissements, j'ai presque envie de dire. Et je trouvais vraiment génial que Eugénie puisse partager ce parcours avec toi qui nous écoutes. Eugénie, t'es d'accord pour nous partager un petit peu tout ce que t'as vécu ? Oui, bien sûr. Génial, dis-nous tout, raconte-nous un petit peu ton parcours. Bon, on va raconter depuis le début. Donc, nous, le début, en fait, c'était l'été 2018. Avec mon mari, on s'est lancé dans ce parcours vers la parentalité. C'était à l'occasion de notre mariage, tout simplement. On a voulu faire coïncider projet bébé juste après le mariage. Donc arrêt de la contraception été 2018. Donc c'est purement intuitif, je ne pourrais pas l'expliquer de façon rationnelle, médicale ou quoi que ce soit, mais j'avais une mauvaise intuition, j'avais le pressentiment que ça allait mettre du temps à avoir un enfant. Je ne pensais pas à ce point-là, bien sûr, mais je savais que ça allait mettre du temps. Voilà, sans explication. Malgré tout, je chasse de ma tête ces mauvaises idées. Et puis on se lance, je ressens très rapidement le besoin de connaître mes cycles. Alors je me lance dans l'observation de mes cycles pour optimiser les moments, les rapports sexuels, les moments où il faut, on est le plus fertile pour les comprendre. J'observe, je prends ma température et c'est assez simple pour moi parce que mes cycles sont rapidement réguliers, l'ovulation se sent, les phénomènes se reproduisent d'un cycle à l'autre. La courbe de température a 2 plateaux, donc je suis plutôt rassurée. Donc au début, je suis sereine, voilà. Et puis au bout de 6 mois, justement, comme je connais bien mes cycles et qu'on cible bien, je suis interpellée par l'absence de grossesse. Et je suis pas trop dans le tabou, donc je me confie à de personnes très proches. Je leur confie un peu mes inquiétudes, que je suis un peu interpellée. Et puis c'est là, en fait, que les premières remarques ont commencé à fuser. J'en demandais pas, je demandais des conseils bienveillants, je demandais pas forcément des petites choses, ces petites remarques maladroites. Et c'était que j'étais certainement un peu trop dans le contrôle, que je voulais tout de suite. D'ailleurs, c'était propre à notre génération. Mon mari et moi, on est une génération où on veut tout de suite, que ça viendra quand ça viendra, que j'y pense peut-être un peu trop. Voilà. Ça, j'entends assez. Voilà, faut que tu lâches prise, t'es trop stressée. Et mon mari va même jusqu'à me dire que si ça marche pas, c'est certainement que je me trompe en fait dans mes observations, que je dicte mal quand est-ce qu'il faut favoriser les rapports sexuels. Voilà. Au début, c'était ça. On arrive donc rapidement à l'été 2019 et là, donc je suis médecin. Je m'auto-prescris mon bilan d'infertilité de base, donc biologique, échographique et l'hystérosalpingographie. RAS pour moi, rien d'interpellant. Donc on poursuit nos essais. Je demande à mon mari à son tour de faire des spermogrammes. Je lui prescris, mais il a mis beaucoup plus de temps à les faire. C'était très difficile pour lui psychologiquement. Mais finalement il le fait, mais on est déjà début 2020. Et là, donc, premier résultat, on voit une petite anomalie dans le nombre des spermatozoïdes, mais rien de plus. À ce moment-là, je demande conseil à des anciens collègues de mes stages d'interne de gynéco qui me disent grossesse naturelle fortement possible, continuez les essais et puis propose bien des vitamines à ton mari qu'il en prenne, ça va aider aussi à améliorer la qualité. Donc, initialement, c'est ce qu'on fait. Entre-temps, comme je suis encore interne, je fais des stages en
Alors j'ai la chance de faire un stage avec un médecin généraliste qui est micronutritionniste. Donc à l'occasion, à la fin du stage, j'aborde un petit peu mes problèmes de fertilité et même si c'est pas sa spécialité, elle me sensibilise à des choses que la médecine conventionnelle n'aborde pas en fait. Donc je me prescris des bilans biologiques qui sont vraiment ciblés sur l'inflammation de façon pointue et je vois qu'il y a des petites anomalies et puis elle me donne des conseils de compléments alimentaires ainsi qu'à mon mari. Mais malgré tout, elle me dit qu'il y a de fortes chances que ça marche. Malgré tout, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça parle par exemple de la vitamine B9 méthylée qui est spécifique pour certaines mutations génétiques et mutations qu'on a, mon mari et moi. Oui, c'est celles qui nous écoutent, vous le savez, je vous tanne assez avec les versions méthylées pour la vitamine B9, parce que c'est vrai que la mutation du gène MTHFR, vous êtes nombreuses à l'avoir, et souvent à l'avoir sans même le savoir. Donc voilà, les versions méthylées, au moins ça convient à tout le monde. Tu as entièrement raison là-dessus, c'est clair que c'est indispensable. Et j'ai été sensibilisée tôt, mais pour nous, ça, c'était pas forcément ce qui a fait le déclic, c'était important. Mais il y avait autre chose visiblement puisqu'il n'y avait pas de grossesse spontanée. Nous revoyons le gynécologue, enfin ma gynécologue du coup qui me suit annuellement. Donc là effectivement ça fait 1 an et demi. Elle dit qu'effectivement bon ça commence un petit peu à dater le début du projet d'enfant et donc elle propose de me stimuler avec des traitements à prendre à la maison et rapports sexuels ciblés. Stimulation simple, on n'est pas encore dans la PMA, mais c'est une porte d'entrée douce vers la PMA, c'est comme ça que je comprends les choses en fait. Donc j'ai un peu du mal au début à comprendre, mais pourquoi j'ai rien, pourquoi on me stimule, on me dit que j'ai rien, donc voilà. Et puis en même temps, entrer vers la PMA, j'ai bientôt ma soutenance de thèse, j'ai un petit peu du mal aussi à gérer ce deuil de la grossesse spontanée sans rien. Alors je me dis on va attendre un petit peu. Elle me dit écoutez c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez attendre vous attendez, mais vous avez des chances de grossesse naturelle. On fait ça. Donc on attend et de toute façon il y a eu le Covid donc on n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Mais à ce moment-là on arrive du coup à l'été 2020. Je suis un peu plus libre, moins de travail, il y a des vacances, la rédaction de la thèse est bouclée, donc là c'est bon. J'essaie un petit peu de m'informer parce qu'on sait en septembre qu'on va rentrer en PMA, c'est une décision qu'on a prise avec mon mari. Donc je me renseigne, mais j'ai pas beaucoup de renseignements sur Internet. En fait, il y a les forums, mais en fait les forums c'est pas toujours une bonne idée parce que en fait on a des femmes qui témoignent à un instant T quand elles sont au plus mal. Et puis donc elles expriment un grand mal-être, parfois des visions très pessimistes des choses. Et j'ai du mal, l'entourage, personne ne vit ce que je vis, donc j'ai du mal à échanger en fait. Parallèlement, je souffre de plus en plus des remarques des proches parce que forcément je me confie. Et donc je ne lâche pas prise. Mon mari, c'est peut-être de sa faute parce qu'il est un peu trop sédentaire, mais c'est peut-être de ma faute aussi parce que moi je suis un peu trop sportive et hyper active avec la vie professionnelle. Peut-être qu'il y a un blocage psychologique, qu'au fond il y en a un qui veut pas d'enfant, que moi je bloque avec la grossesse. Enfin, j'ai entendu des choses mais complètement aberrantes. Mes collègues de travail, tu verras quand tu auras pris des vacances, quand tu soutiendras ta thèse, il y aura un déblocage, ça viendra tout seul. Ok, bon bah j'ai attendu longtemps après la soutenance de thèse. Mais bon, oui, le part en vacances, ça viendra tout seul. Tu n'y échappes pas. Ça c'est vraiment. Ça viendra tout seul. Mon Dieu. Oui. Et puis j'ai des amis médecins qui sont pour le coup vraiment dans une posture d'écoute. Elles restent humbles face à mes confidences, mais malgré tout, je leur parle de ça, elles le vivent pas et j'ai un petit peu l'impression de leur parler tout le temps de ça et c'est peut-être pas la personne la plus adaptée pour me confier comme ça aussi souvent. Voilà. Et donc à ce moment-là, on est l'été 2020, je tape sur Google, comme je me sens de plus en plus désemparée et à subir les remarques des autres. Je tape sur Google la phrase « c'est parce que t'y penses trop ». Mais que dire? Je me rappelle, je tape ça, et là, surprise, je tombe sur un de tes sites et sur un livre que tu as fraîchement sorti. Voilà, d'ailleurs, il s'intitule « C'est parce que t'y penses trop ». Et oui, parce que moi aussi, cette phrase, j'en pouvais plus. Oui, bah voilà. La phrase, voilà, hein, c'est parce que t'y penses trop, donc c'est quand même rigolo que t'aies tapé ça et que tu aies atterri sur le livre.
C'est venu par une phrase, c'est venu comme ça par une phrase comme ça, une citation en fait que j'ai tapé sur Google. Et là donc je découvre à l'occasion donc du coup qui tu es, tes programmes, et puis je vois que tu es agacé par les mêmes choses que moi. Voilà. Donc tout résonne en fait. Je sais que tu as subi toutes les remarques aussi, que ton parcours il a été long, qu'il y a eu plein d'embûches, et donc que tu es bien placé pour comprendre et guider une personne en désir d'enfant. Et donc tu parles aussi que tu as été formé en neurosciences. Et en fait, étant moi-même scientifique, j'ai besoin d'explications, de choses assez cadrées, assez rationnelles. Donc je suis convaincue. Je regarde tes vidéos aussi, ça me parle beaucoup. Et puis j'écoute aussi les podcasts sur YouTube. J'achète aussi le livre C'est parce que t'y penses trop. Et donc rapidement pendant l'été, il y a beaucoup de choses cet été-là qui se font hein, finalement. Je m'inscris à tes programmes et en fait moi ce qui m'a le plus motivée dans tes arguments, c'était surtout de ne plus subir et devenir acteur de son projet. Et moi c'est ce que je voulais. Parce que effectivement, comme disent mes profs, je suis dans le contrôle, bah, je l'assume, mais j'avais besoin d'être actrice en fait de ce que je faisais. Alors c'est intéressant, t'avais vraiment le sentiment justement, malgré que tu sois dans le contrôle, t'avais vraiment l'impression finalement de peut-être pas l'être assez? Eh ben parce que en réalité, avec toutes les remarques des proches, c'est l'environnement qui a été très nocif pour moi. Les mots sont forts, mais malheureusement, je peux pas dire autrement. J'ai commencé à culpabiliser, à douter de ma capacité à être enceinte à force d'entendre de façon répétée de plusieurs personnes des choses répétitives, que peut-être que je faisais un blocage, que j'y pensais trop, que je ne lâchais pas assez prise. Mais comment dire ça à une femme, enfin, c'est une femme qui veut un enfant, enfin, c'est comme si on disait à une personne, on lui coupe une jambe, arrête de penser que t'as du mal à marcher. Enfin, on est focalisé sur quelque chose, on est déterminé, on peut pas nous dire. Ça, et puis je trouve que c'est des propos qu'on tient quand même majoritairement aux femmes et qu'on va pas tenir aux hommes, alors que l'infertilité peut aussi avoir une origine masculine. Et c'est pas des propos qu'on tient à un homme qui aurait pas ou trop peu de spermatozoïdes. On va pas lui dire mais c'est parce que tu penses trop. Un homme, on va pas lui tenir ce discours-là, ce qu'on fait bizarrement aux femmes. Donc il y a quand même un gros décalage entre les deux. Alors pour le coup, mon mari s'en est pris aussi des petites remarques, hein, mais mon mari, lui, il était pas comme moi, il faisait pas du rentre dedans, il cherchait pas forcément à répondre, il est plutôt resté silencieux les premières années. Et les remarques, c'était quoi? T'as perdu le mode d'emploi, si tu veux, je te montre, c'est ce genre de remarques-là? Il y a une amie de côté mon mari qui m'a dit qu'elle savait tout de suite marcher quand elle avait compris des signes d'ovulation. Donc moi, je les avais compris depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Et que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il se lance, mon mari. Hein. C'est à ce moment-là qu'il devait... Mais en fait, on faisait ça depuis le début et puis c'est mal placé en fait de faire ces remarques-là. Il se doute bien, et il se doute bien que moi du milieu médical, je sais quand même j'ai compris quand même quand est-ce qu'on était fertile, avant de me faire du souci et de me dire il y a un problème. Mais et puis c'est déplacé de façon générale. Mais complètement. Voilà. Oui, c'était pas méchant. Hein. Non, ça l'est jamais, ça part d'une bonne intention, c'est parfois de l'humour. Bon, alors parfois de l'humour un peu lourd, mais ok, en tout cas, l'intention de départ n'est pas méchante. Mais c'est vrai que toi, en revanche, tu accumules, tu encaisses et c'est dur à la longue. Ouais, non, ça a été compliqué, ça a été assez pesant, ouais, pour le coup. Et puis longtemps, c'est que ça a duré longtemps, c'est de l'ordre des années. Donc effectivement, pas facile à cette période-là. Alors du coup je fais tes programmes en ligne du coup et je me sens à ce moment-là je me sens beaucoup moins seule parce que ils me sont bénéfiques en fait. J'apprends que en fait mon cerveau de femme obnubilé par l'obtention d'une grossesse en fait il fonctionne normalement, donc ça c'est plutôt rassurant. Ça me fait déculpabiliser en fait. Aussi arrêter de culpabiliser quand je stresse, quand j'ai des pensées négatives vis-à-vis des remarques de mes proches, parce que je commençais à pas penser des choses très gentilles quand j'avais des remarques. Et puis aussi voilà, j'avais pas forcément des pensées toujours positives quand on m'annonçait une grossesse comme ça obtenue facilement en claquant des doigts. Donc je déculpabilise et j'accepte d'avoir parfois des émotions négatives.
Surtout, tu nous proposes plusieurs exercices en fait qui conditionnent, mais toujours dans la bienveillance, qui conditionnent notre raisonnement autrement. On apprend quelles erreurs on fait à penser comme ça, et puis comment transformer le négatif en expérience positive en fait. Donc je reprends confiance en ma capacité à être enceinte, toujours sans culpabiliser, ça c'est très important, j'insiste. Et j'apprends aussi à plus prendre soin de moi et adapter mon environnement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai un poste aux urgences pédiatriques, j'ai des horaires décalés, gros volume horaire, je fais des gardes de 24 heures, je m'écoute pas trop non plus. Voilà, petite dédicace aussi à ta partie sur l'approche énergétique qui a été quelque chose d'assez nouveau pour moi, pertinent et enrichissant. Il y a eu, oui, notamment que tout doit s'aligner sur un plan énergétique pour l'obtention d'une grossesse. Donc là-dessus, ça a été une approche hyper intéressante. Oui, parce que de l'extérieur, quand on sait pas, ça pourrait sembler perché, et en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas tant que ça. Quand on explique avec une partie tout à fait factuelle, rationnelle, etc., ça permet en fait de mieux comprendre et de s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est vrai que je trouve que c'est une approche qui, pour moi, est complémentaire à tout le reste. En fait, ça fait partie intégrante de l'ensemble du projet. C'est un des piliers au même titre que les autres, finalement. Bah mine de rien, moi j'ai trouvé ça rationnel et je peux échanger ça avec des collègues plus facilement que d'autres choses, parce que pour moi si on emploie le terme énergétique, on se dit il y a quand même quelque chose qu'on peut essayer de nommer, de modéliser, qui puisse expliquer pourquoi des fois il y a des grossesses oui, des grossesses non, et on a du mal à l'expliquer médicalement. C'est une approche en plus en fait qu'il faudrait développer pour moi. Et donc, il y a aussi des programmes de PMA. Tu parles beaucoup aussi des perturbateurs endocriniens, de l'alimentation, des solutions contre le stress. Et donc, c'est fait de façon carrée, construite. Donc, je les suis à la lettre. Et je suis même à la lettre les programmes pré-PMA, voilà, puisque je sais qu'on va commencer une PMA. Parallèlement, comme tu nous sensibilises à la prise en charge globale, je trouve une naturopathe espagnole qui propose un suivi sur le plan micronutritionnel, et donc je m'inscris à un programme en autonomie. Donc je change pas mal mon alimentation également. Alors je veux déjà l'équilibre alimentaire, puisque on est dans le milieu, on est conseillé, mais là voilà, c'était régime fertilité, donc des nouvelles approches encore pertinentes. Et puis surtout, je suis sensibilisée à l'idée qu'on ne commence pas une PMA sans une prise en charge nutritionnelle adaptée. Voilà. Donc, on commence tout ça. Voilà, il y a la notion du sans gluten aussi qui était pas encore connue chez moi, et donc je commence à me sensibiliser à manger moins de gluten. Voilà. Ça a été plus difficile tous ces programmes pour mon mari, parce que je vais dire très honnêtement, mon mari pensait que c'était une arnaque. Et il pensait en fait que on abusait de ma détresse. Initialement, c'était ça. Tous ces accompagnements autres que médicaux, c'était vécu comme ça par mon mari. Donc il y a eu pendant un petit moment une incompréhension. Il me laissait faire mes programmes, mais il comprenait pas trop le sens en fait pourquoi je faisais tout ça. Alors tu fais bien de le dire, parce que je pense ça peut venir des deux côtés, enfin même de plusieurs côtés. Ça peut venir déjà des conjoints qui ils sont pas dans notre corps, et donc ils ressentent pas la même chose, et donc ils pourraient se dire attention, on profite de la détresse, etc. Et ça part d'un bon sentiment évidemment de mise en garde, parce que entre nous, je pense aussi qu'il doit y en avoir quand même pas mal, qui promettent monts et merveilles, et puis derrière quand tu regardes, les programmes sont totalement creux. Ça existe aussi, il faut pas se voiler la face. Ce sentiment d'arnaque, ça peut venir aussi parfois même de soi-même, parce qu'on sait qu'on est en pleine détresse et qu'on serait prête à tout pour avoir un enfant. Et ça peut venir aussi de nos proches, tu vois, qui savent que tiens, tu souscris à telle et telle chose, et qui pourraient mettre en garde. Ça part d'un bon sentiment, parce qu'on va pas se mentir, ça fait je pense 3-4 ans plus ou moins. Je crois que ça a vraiment commencé, aux environs de la période de crise sanitaire, où on a vraiment eu de plus en plus de personnes qui se sont réorientées professionnellement parlant, ce qui en soi est une bonne chose, et qui se sont lancées comme coach PMA, etc. Et en soi c'est très bien, mais avoir vécu le parcours ne suffit pas, évidemment, pour proposer une vraie prise en charge aux gens qui en ont besoin. Enfin, je veux dire, il faut des compétences supplémentaires. C'est peut-être la première étape, c'est bien de l'avoir vécu, parce qu'au moins on sait
tout ce qu'on a ressenti, mais ça suffit pas, quoi. Derrière, il faut quand même des solides compétences à transmettre. Et donc, je trouve ça bien quand même, quelque part, qu'il y ait un peu cette méfiance, parce que ça part d'un bon sentiment. C'est pour te protéger, tu vois, là, derrière. Initialement, on est comme tout le monde. On voit quelque chose sur Internet, on va pas sauter dans la seconde qui suit. Mais en fait, moi, j'avais fait un cheminement qui n'était pas le sien. Il n'était pas du tout dans le même état d'esprit que moi. Il pensait pas trop à cette problématique-là. Au début, il se laissait un peu porter. Moi, j'ai éprouvé le besoin d'agir beaucoup plus vite. Donc, quand je lui en ai parlé, j'avais déjà beaucoup cogité. C'était de l'ordre de des semaines et des semaines, en fait. Bon, et donc, lui, forcément, il n'était pas dans le même rythme. Donc, il a pas tout de suite bien compris. Mais voilà, après il a certainement vu que ça faisait pas de mal initialement, voilà donc voilà. Mais ce qui était difficile, et c'est surtout sur le plan micronutritionnel, c'est que la naturopathe a voulu rapidement accompagner mon mari parce que en fait il y avait énormément de problèmes qui venaient de lui selon elle, et mon mari était réticent. Voilà. Avec analyse à l'appui, il était encore réticent. Pardon. Il n'y avait pas eu d'analyse. Ah, les spermogrammes se dégradaient. Je l'ai pas précisé, mais on a refait des bios juste avant la PMA et ça s'était dégradé. Et donc malgré ça, lui se disait non, c'est bon, j'en ai pas besoin. C'était trop difficile de son point de vue de faire tous ces sacrifices. C'était très loufoque et aucun médecin ne lui conseillait. Et pour lui, il voulait des choses prouvées, et pour lui, il suivait déjà le médical, c'était déjà pas mal. Mais j'adore, parce que c'est super important, tu vois. Il y a énormément de conjoints qui pensent la même chose, tu vois, et c'est très intéressant parce que on voit qu'en tant que femme, comme on ressent énormément de choses dans notre corps, on a déjà fait tout un cheminement dont tu parlais, mais que eux, à l'inverse, finalement, le ressenti est moindre. Ok, il y a un spermogramme, mais bon, finalement, c'est un petit peu tout. Et c'est vrai que du coup, on a du mal à se lancer, et je les comprends quelque part. Tu vois, si je me mets à leur place, je me dis bah oui, c'est logique finalement. Ils sont très cartésiens, Ils ont besoin de beaucoup plus de choses, et finalement, à part un spermogramme, il n'y a pas grand-chose de manière générale. Donc ouais, je les comprends. Initialement, en tout cas, c'était son ressenti. Et donc ça y est, on rentre en PMA. Donc en fait, le médecin de la reproduction ne m'a pas dit ouvertement il y a une infertilité. On m'a pas dit poser le diagnostic d'infertilité, le fameux diagnostic qui nous fait nous effondrer. Mais il m'a proposé directement des inséminations artificielles. Il trouvait les anomalies présentes, mais pas hyper importantes pour tout de suite une FIV. Et donc là, je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer parce qu'il y avait tout un deuil à faire, en fait, de la grossesse naturelle. Et puis en même temps, mes craintes étaient légitimes. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas puisqu'il fallait être aidé médicalement. Donc voilà, gros bouleversement. Donc initialement, j'ai réagi comme ça, et puis rapidement après on s'est mis en route. On a appris, mon mari a eu des examens supplémentaires. On a appris qu'il y avait une varicocèle qu'on a décidé de faire emboliser puisque ça pouvait améliorer le spermogramme. Donc nous avons eu fin 2020, début 2021, 2 inséminations intra-utérines qui n'ont pas donné de grossesse, et entre deux, l'embolisation de la varicocèle qui malheureusement n'a pas donné de meilleur spermogramme. C'était même de pire en pire, et là je pense que ça a été compliqué beaucoup pour mon mari parce qu'il a eu c'était intrusif pour lui, et puis il voulait du résultat en fait, il voulait quelque chose, et puis au contraire, c'était rien de bien flagrant au niveau des spermogrammes. Donc voilà, c'était une piste peut-être qui n'expliquait pas tout. Alors tu vois, ça aussi, c'est vraiment super utile d'en parler parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui sont concernés par les varicocèles. Parfois, l'embolisation fonctionne et améliore vraiment le spermogramme. Oui. Parfois pas. Et donc, c'est important aussi de le souligner, et c'est la raison pour laquelle c'est pas toujours proposé. Parfois on ne propose même pas cette embolisation. Ça va dépendre évidemment du varicocèle, de l'ampleur, etc. Mais c'est vrai que l'opération est pas toujours proposée, et quand elle l'est, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc ça aussi, c'est quand même important de le signaler. Tout à fait. Voilà. Bon, il y a des médecins qui disent oui, des médecins qui disent non, mais là, il était dans l'idée qu'il fallait toujours tenter. Donc on a tenté. Voyant que ça ne fonctionne pas, nous prenons le gynéco prend la décision qu'on passe en FIV. Donc si on est d'accord, nous sommes d'accord. On va commencer du coup la FIV en mai 2021,
Et entre-temps, du coup, comme tu présentes dans tes programmes beaucoup d'autres professionnels de santé, tu présentes lors d'un long webinaire des spécialistes dans la micronutrition, un groupe d'experts fertilines. Et donc moi, ça me parle parce que je trouve ça très carré. Alors c'est un programme francophone aussi par rapport à mon programme actuel. Il y a possibilité de coaching un peu plus soutenu. Et puis je suis convaincue parce que pareil, une fois de plus, je trouve que c'est des choses carrées, scientifiques. Donc ça résonne dans ma tête, mais comme je suis déjà accompagnée et que j'investis beaucoup dans cet accompagnement, je mets un petit peu de côté. Mais par contre, je m'inscris à la chaîne YouTube aussi de Fertiline. Voilà. Comme ça complète bien tous mes programmes. Donc première FIV mai 2021 en parallèle, donc 7 ovocytes et puis on obtient 4 embryons de très bonne qualité. On les congèle tous. Alors j'ai mis en œuvre plein de choses que conseiller, le yoga, la fertilité, l'acupuncture, j'ai fait une séance d'ostéopathie, enfin, j'ai été accompagnée au maximum. Le gynéco est très rassurant pour nous. Il nous dit, écoutez, avec la FIV XI, c'était notre FIV qu'on a eue, on est de toute façon sûr qu'il y aura des embryons et vous allez voir pour vous, vous savez où faire les injections, vous êtes du milieu, ce sera très facile et j'espère que ça ira vite. Voilà, il nous avait tenu ce propos-là. Donc on essaie de se rassurer. On fait le premier TEC, donc transfert d'embryons congelés en juin, pas de grossesse. Et ça a été mal vécu déjà le premier échec parce que j'avais l'impression de m'être surinvestie et puis pas de résultat. Donc un peu frustrant forcément. Deuxième tech, on l'enchaîne en juillet. Je veux pas rester sur un échec. Deuxième tech, pareil, test de grossesse négatif, exactement de la même façon. Voilà. Et parallèlement, émotionnellement, il y a quelque chose d'un peu difficile, c'est que les annonces de grossesse se cumulent. Et ça devient de plus en plus difficile à supporter dans ma situation. Et ça aussi, tu vois, je trouve que c'est hyper important de le souligner. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'être une mauvaise personne, de ne pas réussir à se réjouir, tu vois, de l'annonce des autres. Mais en même temps, ça nous renvoie juste au fait que pour nous, ça fonctionne pas. Et j'aime rappeler que ça fait pas de vous des mauvaises personnes si vous pensez ça. Mais c'est important de le dire et de le souligner parce que, en fait, personne n'ose le dire, tu vois. Et donc, je trouve ça génial que, ici, entre nous, on ose en parler, on ose se dire que, oui, en fait, on a des pensées pas forcément très, très sympas vis-à-vis des copines qui nous annoncent leur grossesse parfois. Exactement. Et là, surtout, ce qui était important, c'est qu'à chaque fois, j'écoutais tes programmes, tes vidéos, et tu nous faisais déculpabiliser. Donc voilà, finalement, il y a des moments avec, des moments sans. Il y a des moments où ça va, on est réjouis, et puis c'est très bien. Et puis il y a des moments, la copine qui m'annonce sa grossesse le lendemain de mon test de grossesse négatif, c'est compliqué. Donc, évidemment, faut s'écouter aussi. Ouais. Voilà. Tellement. Alors, j'ai une discussion avec mon mari parce que tu me parles de ton coaching éclosion et que ça pourrait être bénéfique pour moi. Tu m'en avais déjà parlé l'été d'avant, mais du coup, initialement, par rapport à la réaction de mon mari, je me suis dit on va pas tout mettre d'un coup, on va faire les choses progressivement. Mais là, pour le coup, j'en ressens vraiment le besoin et mon mari voit que les échecs sont mal vécus et même pour lui, il se décourage aussi un petit peu. Donc finalement, il est plutôt ouvert à tout ça et puis financièrement, il m'aide aussi un petit peu. Donc on rentre dedans. Enfin, je rentre dedans. Et là, ça va encore plus personnaliser les programmes avec des conseils beaucoup plus pointus. Et surtout, comme c'est un accompagnement avec d'autres femmes qui ont des parcours semés d'embûches comme pas possible, ça va me permettre en fait de communiquer avec des personnes qui ont des parcours compliqués et qui savent parfaitement ce qu'on vit en fait. Ouais, j'adore. C'est une compréhension, c'est vraiment une sororité, je trouve, tellement il y a une bienveillance énorme et un partage. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, une véritable sororité, oui. C'est ça, c'est dingue. Donc petite pause estivale et puis on rentre ensuite dans le troisième tech du coup en octobre 2021 et puis à nouveau transfert test de grossesse négatif. Voilà. Donc parallèlement il y a ce coaching qui est une grande aide. Je réalise que mon environnement est adapté et là maintenant je dois vraiment commencer à imposer les choses. Ça a été assez radical, prise de conscience, je démissionne en fait de mon poste aux urgences pédiatriques. J'aime ce que je fais et je suis très branchée pédiatrie. C'est vraiment ma première spécialité qui me plaît,
Mais là, pour le coup, le programme, le planning ne convient plus du tout. Donc voilà. Certainement, peut-être, ça n'a pas été trop. Ils ont pas mal réagi, les collègues, mais peut-être une petite incompréhension face à cette réaction un petit peu rapide pour eux, inattendue, bien que moi, c'était mûri. Voilà. Mais je déculpabilise et surtout, bah voilà, j'apprends aussi à travers ce coaching à donner un sens à ce qui m'arrive. Je prends plus de temps avec moi pour mon couple. Je communique beaucoup plus avec mon mari qui lui aussi, qui était un peu muré dans le silence, commence à se livrer à l'entourage proche. Et lui, son entourage, pour le coup, était pas du tout malveillant. Il y a pas, voilà, c'est pas forcément cet entourage qui craignait le plus qui lui a donné les conseils les plus loufoques, quoi. J'adore. Voilà. J'arrête la micronutrition aussi. Enfin, je continue avec mes connaissances, mais j'arrête aussi le programme. Et en fait, de façon générale, j'en peux plus. Je décide de me reconnecter à mon corps et de faire une pause en PMA. Donc, il restait un embryon, mais on a fait une pause finalement de 8 mois. Donc, voilà, ça a été, voilà, c'était une pause bénéfique. Mon mari a dû suivre, hein, lui, il était prêt à continuer et enchaîner. Hein, fallait pas rester sur un échec, mais moi non, c'était compliqué à ce moment-là. Je ressentais vraiment, comme je disais, le besoin de me reconnecter à mon corps. Je sens aussi qu'il y a quelque chose biologiquement qui est hors contrôle et j'ai pas forcément envie de reprendre la PMA tout de suite, en fait. Voilà. Donc on tente pendant ce parcours, pendant cette pause, ce qu'on appelle la naprotechnologie. Donc ça, je le signale aussi parce qu'on l'a fait quand même pendant 6 mois. Alors la naprotechnologie, en fait, c'est un mélange d'observation des cycles. On nous apprend avec des méthodes bien précises à observer nos cycles. Il y a aussi des notions de micronutrition, parce que du coup, il y a des conseils assez pointus en termes de qualité nutritionnelle, d'environnement aussi. Et c'est en fait basé sur une restauration naturelle de la fertilité par des médecins qui sont formés en fait spécialement dans la fertilité naturelle. Et en fait, c'est un courant un petit peu de pensée associé qui veut éviter la PMA. Il y a une dimension religieuse quand même présente dans la naprotechnologie. Et Oui. initialement, ça a été créé par des membres de l'Église en fait, des scientifiques. Tout à fait. Et c'est important de préciser aussi que voilà, c'est fait par des médecins. Et que donc ça n'empêche pas qu'il y ait parfois la prise de médicaments, etc. Donc c'est vraiment, la prise d'un traitement quel qu'il soit, c'est vraiment un mélange de symptothermie parce qu'il y a vraiment cette notion d'observation du cycle très poussée, etc. Il y a des conseils nutritionnels, environnementaux, etc. Et en même temps, il y a quand même parfois aussi la possibilité, selon les différentes pathologies, d'avoir quand même des traitements en parallèle à tout ça. C'est pas 100% naturel, c'est pas 100% médical, c'est un peu un mix des deux, quelque part. Tout à fait. Après, c'est juste pas de recours aux gestes techniques, pas de recours à la PMA. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent. Mon corps était bien reposé pour le coup. C'est ce que je voulais. Par contre, c'est plus difficile pour mon mari parce que lui, les spermogrammes se dégradaient toujours. Et lui, en fait, les conseils ne fonctionnaient pas pour lui. Donc au final, on a pris la décision au bout de 6 mois d'arrêter. Et surtout, voilà, moi, les traitements après qu'on me proposait, ça ressemblait à ceux qu'on me donnait en PMA, sauf qu'il n'y avait pas le geste technique de trier, de sélectionner les spermatozoïdes. Voilà. Par la suite, on s'est aussi lancé dans un projet d'adoption et c'est aussi pendant cette pause qu'on a pu le faire parce qu'il y avait aussi un parcours du combattant, des entretiens psychosociaux. Donc on s'est déconnecté de la PMA à ce moment-là et on a cherché d'autres pistes parce que on était vraiment découragés, désespérés en fait. Et pour le coup, l'adoption, moi, c'était une piste qui me convenait. J'y avais même pensé avant la PMA. C'était une autre façon d'être parent. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément le sujet du jour parce qu'on était plus dans le parcours PMA, mais malgré tout, ça a été un cheminement extrêmement bénéfique aussi pour nous conditionner en tant que futurs parents. Voilà. J'ai aussi une formation en gynéco pendant ce moment-là, donc c'était une pause, mais sans être une pause, c'était quand même très très riche. Il y a eu de la naissance de beaucoup de projets à ce moment-là. On arrive en juillet 2022, on fait le dernier transfert embryonnaire, grossesse biochimique. En gros, j'ai su que ça n'allait pas dès le début. En gros, un petit positif, mais ça s'est très vite
négatif, c'est très vite négativé, comme on dit, parce que voilà, il y a en gros une petite implantation certainement, mais qui n'a pas tenu. Voilà, donc finalement pour nous c'était encore comme un échec d'implantation. À ce moment-là, comme j'avais fait des stages en gynéco, une formation supplémentaire, j'avais appris l'existence du Matrice Lab dans un de mes stages et j'en parle à mon gynéco pour savoir s'il le pratique. Il me dit que oui. Donc nous prenons la décision le mois suivant de faire chez moi le Matrice Lab. Donc on me biopsie l'endomètre et on regarde sur le plan immunitaire s'il n'y a pas un problème qui peut justifier tous ces échecs d'implantation, parce que toute la FIV du coup, rien n'a abouti alors qu'on avait 4 beaux embryons. Et donc là, je fais le Matrice Lab et on apprend que j'ai un profil immunitaire mixte. Alors c'est le profil un peu chaotique parce qu'il y a certaines branches qui sont suractivées, d'autres qui sont sous-activées. Et surtout, moi, douche froide, parce qu'en fait, on me propose des traitements, mais en fait, le gynéco me les avait déjà appliqués à l'aveugle dans les anciens transferts embryonnaires et ils n'avaient pas fonctionné pour autant. Donc certes c'était bien parce qu'ils proposaient tout le temps des nouvelles solutions, ils voyaient bien qu'il fallait modifier les choses, tester autre chose, mais là pour le coup démoralisant parce qu'on se sent un petit peu comme dans une impasse en fait. Voilà. Ils me proposent ouais. Oui, non, j'allais dire complètement, et je trouve ça, alors c'est intéressant de faire le Matrice Lab. C'est un examen, donc voilà, tu l'as dit, hein, c'est une biopsie de l'endomètre que je trouve vraiment très utile de faire. Et en même temps, je le conseille pas forcément à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça reste localisé et parfois on pourrait avoir une modification du système immunitaire, mais qui vient d'ailleurs et pas forcément au niveau uniquement utérin. Et donc voilà, c'est aussi important de le préciser parce que ça a un coût, hein, l'air de rien. On est aux environs de 500 € pour le Matrice Lab. Tout à fait. C'est pas remboursé, donc voilà, oui. Je le précise aussi au passage, et voilà, c'est pour ça que ça peut être utile. Je pense à celles qui nous écoutent et qui se disent je vais d'office faire un Matrice Lab. Oui et pas toujours. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Ça peut vraiment être intéressant, et en même temps, parfois il y a d'autres examens qui peuvent aussi être tout aussi intéressants. Mais voilà, c'est un élément que j'avais envie d'aborder parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler de Matrice Lab. Hein, il y a de super retours, même si tous les centres ne le proposent pas non plus. Et tous les centres n'acceptent pas de suivre les recommandations. Donc parfois, on a le besoin d'aller chercher un gynécologue qui a été formé avec le Matrice Lab et qui sait quoi faire finalement. Parce que c'est pas encore le cas dans tous les centres. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça fait des beaux tests de grossesse positifs pour beaucoup de monde. Donc heureusement que ce test existe et de plus en plus vanté entre guillemets. Mais nous, dans notre cas, pour la PMA, le gynéco nous a dit qu'on n'en ferait rien quand il a eu les résultats. Par contre, voilà, j'ai gardé ça quand même dans un coin de ma tête parce que par la suite, assez rapidement, fin 2022, je me suis inscrite au programme Fertiline et eux, je savais que les perturbations immunitaires comme ça, ils avaient des plans, des programmes sur le plan micronutritionnel qui pouvaient s'adapter justement à ce déséquilibre. Donc c'est en fait ce qui m'a convaincue d'adhérer à Fertiline dont tu avais parlé, avec lesquels tu collabores du coup. Donc ça a conditionné ma décision. Et le gynéco, lui, de son côté, a dit bon, on se tutoyait, parce que j'ai fait des stages chez lui, il commençait à me connaître, il dit écoute, ta problématique, c'est les échecs d'implantation, ce serait intéressant que tu fasses le WIN test. Donc c'est encore un gros coup, encore le double du Matrice Lab, mais du coup il me conseille ça. Donc le WIN test, en fait, c'est un test où on fait des biopsies de l'endomètre plusieurs jours après l'introduction de la progestérone, donc en fait la phase lutéale, à J5 et à J7, et on regarde quand est-ce que les gènes s'expriment le mieux pour une implantation d'un embryon optimal. Nous, en PMA, on fait toujours les transferts, généralement on les fait 5 jours après l'introduction de la progestérone. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on m'avait fait. Et là, donc on se lance dans ce test-là, et alors c'était compliqué, au lieu de l'avoir en un cycle, j'ai eu en 2 cycles parce qu'on m'a biopsié un hématome au J7 du prélèvement précédent, donc on a encore dû retenter un cycle en plus. Bon, au final, on a le résultat et on apprend que ma fenêtre d'implantation est à J7 et non pas à J5.
Donc ça pouvait expliquer à chaque fois que l'utérus n'était pas prêt à chaque fois qu'on me transférait un embryon. Et c'est énorme parce que oui, on a toutes, je vais dire, une fenêtre d'implantation qui varie évidemment un petit peu, mais ça reste quand même, je veux dire, dans la norme. Le fait d'avoir 2 jours de décalage, c'est énorme. Si on implante à J5 alors qu'en réalité l'implantation devait se faire à J7, enfin, on n'est plus du tout sur les mêmes mécanismes physiologiques et donc ça change tout évidemment. Donc c'était un élément super important. Une fenêtre d'implantation aussi importante, c'est quand même relativement rare, il faut le préciser. C'est quand même pas la majorité des personnes qui ont un tel décalage de fenêtre d'implantation. Donc c'était vraiment important. C'était rare, ouais, c'était rare. Et mon gynéco, quand il a eu le résultat, c'était le premier de l'an 2023, il a dit c'est votre année, vous allez voir, ça y est, on a trouvé ce qui se passait, excellente nouvelle, voilà, tout content. Bon, moi j'étais quand même un peu sceptique parce que problème immunitaire qui ne se réglait pas. Donc, mais là, voilà, comme je t'ai expliqué, j'ai imposé les choses à mon mari. J'ai dit que je ne reprenais pas la PMA et que je n'étais pas prête à retuer 6 embryons si je ne faisais pas ce programme micronutritionnel hyper pointu avec le maximum du coaching possible. Et voilà. Donc, on commence tout ça en novembre. Et 2 mois après, on fait notre premier tech de la 2e FIV. On était en janvier. Et là, test de grossesse positif. Donc miracle, pour nous c'était un miracle. On était à ce moment-là à 4 ans d'essai, jamais de grossesse et là une implantation. Donc là forcément très joyeux. On a même la chance d'aller jusqu'à 6 semaines et de voir un battement cardiaque, donc une implantation réussie. Tout semble positif. Malgré tout, la grossesse s'est arrêtée quelques jours après, on l'a appris. Ce qu'il y a, c'est que nous, on nous a fait le diagnostic de grossesse arrêtée 1 mois après la date réelle de l'arrêt. La poche avait grossi et donc assez rapidement, on m'a demandé de faire, d'évacuer la grossesse par curetage et par aspiration et curetage. Donc dès le lendemain, j'étais au bloc anesthésie générale. Donc effectivement, réel traumatisme. Malgré tout, je garde espoir parce que là, pour le coup, il y a eu une implantation et nous, c'était notre problème. Pas d'implantation, pas de grossesse et je commençais à douter de ma capacité carrément à être enceinte. Donc ça a été quand même très encourageant. Par contre, épreuve psychologique difficile. Et par la suite, physiquement aussi. Parce que... Il y a eu d'énormes rebondissements dans cette histoire. Énorme rebondissement parce que en gros j'ai fait partie des rares complications du curetage qui se termine en hémorragie. Donc en fait il y a dû avoir des gestes pour freiner l'hémorragie. J'ai fait un hématome qu'on n'a pas osé aspirer donc que j'ai évacué sur plusieurs semaines au niveau de l'utérus. Donc là un peu affaibli psychologiquement mais physiquement aussi beaucoup. Ça a été un peu assommé en fait. Mais oui, parce que tu passes d'une grossesse où tu vois le battement cardiaque, finalement la grossesse s'arrête. Le curetage c'est déjà émotionnellement très dur, mais en plus quand on a une intervention, je vais dire chirurgicale, parce que voilà, ça reste un curetage et qui se transforme avec des complications. Enfin, c'est encore plus compliqué. Enfin, ça s'ajoute encore à la détresse que tu es déjà en train de vivre de base. Toutes ces complications viennent s'ajouter. Donc, c'était un moment très... C'est ça. Et puis le gynécologue, là, après, il voulait me laisser tranquille suite à ça. Sauf qu'après, on se retrouvait un petit peu seul, sans solution. Et là, pour le coup, à la fois le coaching éclosion et l'accompagnement fertiline qui me proposait des solutions concrètes face à ce problème vasculaire qu'il y avait eu. Tout ça a été d'une grande aide. Et mon mari, plus soutenant que jamais, il avait confiance en mes choix. Donc là, forcément, on vivait quelque chose de très dur, mais par contre, on était très, très, très soudés maintenant. On était sur la même longueur d'onde. Donc là-dessus, ça a été bénéfique. C'est super parce que c'est vrai que voilà, ce parcours est ce qu'il est, hein, et clairement, si on pouvait s'en passer, évidemment, on s'en passerait. Mais en même temps, même dans ces histoires aussi douloureuses soient-elles, il y a quand même toujours du positif et de voir que ça renforce, ça soude finalement. Ouais, là-dessus, oui. J'ai eu beaucoup plus de compréhension de l'entourage quand il y a eu la fausse couche aussi. Ah oui. Beaucoup plus d'humilité, beaucoup moins de remarques mal placées, plus rien à voir en fait. C'est dommage qu'il faille ce malheur, mais bon, au final. Ça renforce des liens, voilà. Donc c'est important aussi
Oui, et après, là où ça me questionne toujours, c'est que souvent, on va attendre de passer le cap des 3 mois, tu vois, pour l'annoncer. Et c'est vrai que je pense à toutes ces personnes qui n'en parlent pas et qui, du coup, doivent, enfin, vivre ça quelque part un peu toutes seules dans leur coin. Donc, je me dis, mais c'est juste atroce, quoi. Donc, après, chacune, hein, vraiment, celle qui nous écoutez là, en ce moment, prenez votre décision en conscience, évidemment, hein. Si, annoncez-le si vous le sentez, ne l'annoncez pas si vous ne le sentez pas. Ça, c'est vraiment à vous de faire le choix, mais voilà, c'est vrai qu'on recommande toujours de ne pas l'annoncer, mais je pars toujours du principe qu'une grossesse, ça dure pas que 6 mois, quoi. Une grossesse, c'est quasiment 10 mois, réellement. Tout à fait. Et Je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé à des personnes très proches, mais vraiment un petit nombre de personnes. Et finalement, par contre, après, beaucoup plus de gens étaient au courant qu'il y avait une fausse couche. Donc au final, j'ai annoncé une grossesse après une fausse couche. Donc au final, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me confie davantage quand il y a une grossesse. C'est peut-être important d'en parler parce que ça tourne bien ou que ça tourne mal, il y a des gens, on considère que ce sont des bons confidents. Donc ouais. qui devrait le savoir dès le début, avec toute la prudence du monde, bien sûr. Oui. Bon. Donc on a appris par la suite que l'embryon n'avait pas d'anomalie chromosomique parce que le gynéco était vraiment pour le coup dans une anomalie chromosomique. Pour lui, c'était ça. Hein. Il n'y avait pas d'autre cause. Donc ça a été une piste pour l'accompagnement forcément micronutritionnel, pour beaucoup de choses, de savoir que ça venait beaucoup plutôt de mon environnement d'implantation plus que de l'embryon. Voilà, on a pensé plutôt à ça. Par la suite, je retrouve des cycles. Ça a été rapide par chance, malgré l'hématome. Bon, je comprends bien mes cycles, je les repère et ça reprend son cours. Mais un jour, je me mets à saigner, mais d'une façon démesurée, en mode film d'horreur, en pleine consultation. J'ai été conduite aux urgences et ça s'est reproduit en plusieurs jours, plusieurs fois. Donc progressivement, on a dû faire des explorations, une échographie de contrôle. On était 1 mois et demi après le curetage et on a appris que j'avais quelque chose qui arrive à un curetage sur 1000, qui s'appelle une malformation artério-veineuse. Et là, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose là au niveau utérin qui est en fait acquis, une complication, ce qu'on appelle iatrogène, suite à un acte médical. Donc en fait, il y a des vaisseaux comme des courts-circuits qui circulent n'importe comment et qui sont surtout qui sont vraiment pas solides et qui peuvent se rompre. Et chez certaines personnes, ça peut faire des hémorragies catastrophiques. Et chez d'autres, ça peut les rendre infertiles définitivement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je lisais dans les articles parce que du coup, c'était tellement rare que j'essaie de m'informer comme je pouvais. Ouais, tu vois, c'est rare et en même temps, je me dis, quand ça t'arrive, c'est 100% toi. Et donc, c'est important aussi de pouvoir expliquer quand il y a un curetage, quand il y a ce genre de choses, un geste médical, de se dire, bon, voilà, ça va consister en ça et potentiellement, il se pourrait que... Parce qu'au moins, quand on sait, on a les bonnes réactions. Je parle beaucoup de l'hyperstimulation parce que je l'ai vécu moi-même et que sur le groupe, il y en a beaucoup qui l'ont vécu aussi. Mais souvent, presque on ne sait pas ce que c'est qu'une hyperstimulation au moment de la ponction, juste après, avant d'y être confronté, alors qu'il s'agit aussi d'une urgence gynécologique. Donc voilà, c'est des gestes pour moi. On est sur du médical, on est sur du technique, mais qui peuvent potentiellement avoir des effets secondaires, où il peut y se passer des imprévus. C'est important de prévenir par rapport à ça. Tout à fait. D'ailleurs, tu me parles d'hyperstimulation. Je suis pas sûre de l'avoir mentionné, mais entre le Matrice Lab et le WinTest, on m'a fait ma deuxième ponction. J'ai une deuxième FIV, en fait, parce qu'il fallait des embryons à transférer. Il y en avait plus. Et là, j'étais à 2 doigts de l'hyperstimulation pour le coup dans cette deuxième FIV. Donc ça a été vite, ça a été bien géré. Et finalement, il y a eu 6 embryons de très bonne qualité. Et là, en fait, l'embryon qui a mené à la fausse couche, en fait, c'était le premier embryon de la deuxième FIV, en fait. Voilà. Donc et effectivement voilà, l'hyperstimulation hyper compliquée. Bon, j'y ai échappé mais j'en étais pas loin. Voilà, j'ai aussi failli connaître ça, c'est pas mal. Oui, et souvent on n'ose pas parce qu'on se dit, évidemment on se sent pas bien, il y a le ventre gonfle, il y a énormément d'eau, etc. Et souvent on se dit oui mais je vais pas les déranger, mais en fait c'est une urgence gynécologique, il peut y avoir des complications importantes. Donc voilà,
Si après une ponction, vous sentez qu'il y a un truc qui tourne pas rond, mais surtout consultez, quoi. N'ayez pas peur même d'aller aux urgences de l'hôpital le plus proche, mais faites-le parce qu'on risque une torsion de l'ovaire. Enfin, ça peut aller loin. On peut terminer en réanimation, hein, pour une hyperstime. Donc, l'idée n'est pas de faire peur parce que ça reste des cas relativement rares. Oui. Des hyperstimes légères, c'est pas si rare que ça, hein. Il y en a quand même. Non, légères, on en voit, hein. C'est pas rare, ouais. Il y a différents stades dans l'hyperstimulation, mais que ce soit légère ou sévère, allez consulter tout de suite. Si on est en légère, ça évitera de passer probablement en stade plus sévère. Donc, allez-y, réagissez s'il y a ça. Donc toi, voilà, il y a des hémorragies, t'es emmené, on se rend compte de tout ce qui se passe. Voilà, on prend la décision d'intervenir. Donc le gynéco me dit que je ne dois pas penser à la PMA avant fin 2023, qu'il ne retentera rien tant que les choses ne seront pas rétablies, et il veut aussi que je voie un service spécialisé en médecine interne pour ces échecs d'implantation ou cette fausse couche sur embryon normal. Voilà, donc ça c'est côté PMA, et puis après c'est plutôt la radiologie interventionnelle, c'est eux qui vont intervenir pour reboucher les vaisseaux qui ne vascularisent pas bien, et ça ce sera le dernier week-end de mai 2023 que je me ferai opérer. Bon, ça s'est bien passé en soi. J'ai eu des petites complications, c'est qu'il y a une artère qui s'est pas bien refermée, et j'ai continué en fait à déglobuliser. J'avais une hémorragie interne en fait, voilà. Mais ça s'est vite rebouché parce que c'était une toute petite fuite et on n'est pas intervenu pour ça. Voilà, c'était, mais du coup, un petit peu compliqué. Et finalement, bizarrement, 2 semaines après l'intervention, j'ai quand même un regain d'énergie, et puis je commence à me sentir un peu revivre en fait. J'ai un contrôle 1 mois après sur le plan échographique, très optimiste. Le radiologue dit que c'était très bien réparé. Par contre, il voit un petit épanchement dans l'utérus. Il me dit c'est normal, ça peut se voir, mais par contre votre utérus a beaucoup souffert, hein, donc je pense que vous voyez avec votre médecin de PMA, mais à mon avis pas de PMA avant plusieurs mois. Bon, très bien, voilà. On part en vacances l'été, donc tout est bouclé, on est bien content. Et puis pendant les vacances d'été, on part le week-end, je suis censée avoir mes règles, elles viennent pas. Et puis en plus, je suis habituée à observer mes cycles, et puis je vois bien que j'ai pas les sécrétions d'une personne qui va avoir ses règles. Là, j'ai des sécrétions plutôt de période fertile, donc je comprends pas très bien. Et puis mon mari maintenant m'écoute bien, hein, quand je lui dis il y a un truc bizarre, tout de suite il va dans mon sens. 1 jour de retard de règles, je dis à mon mari, on doit faire un test de grossesse. Donc, test de grossesse urinaire dans des toilettes publiques d'une ville du sud de la France, je me rappelle encore, test de grossesse positif. Voilà, on était le 17 juillet. Voilà, j'ai un souvenir net. Et donc, sans intervention médicale? Ah là non, plus personne voulait me toucher, hein. Donc en gros, j'avais l'accompagnement fertiline, j'avais le coaching éclosion, point. Voilà. Et il y avait pas de PMA, il y avait plus tous ces gestes techniques, là plus personne voulait rien faire. Donc effectivement, grossesse naturelle. Donc forcément initialement on est euphorique, et puis en même temps, j'ai une peur bleue parce qu'on m'a dit que mon utérus avait beaucoup souffert, parce que j'ai vécu mine de rien la fausse couche, et j'ai peur que ça se reproduise pareil, et je me sens pas prête à revivre la même chose. C'est trop de traumatismes mentaux et physiques. Et donc on y était à tâtons. J'ai fait une écho toutes les semaines. J'étais très exigeante. Dès que l'embryon était visible, c'était une écho par semaine, point. Donc à chaque fois on était rassurés, mais j'ai été inquiète très longtemps. D'autant plus qu'on est arrivé bientôt à notre écho du premier trimestre avec la mesure de la clarté nucale, et notre fœtus avait une clarté nucale augmentée. Donc on a dû faire des tests génétiques, mais du coup directement une biopsie avec un cariotype. Donc tout s'est révélé normal, mais il faut le temps pour avoir les résultats, et puis il faut voir l'évolution des choses. Il faut que le bébé ait une écho cardiaque, parce qu'une hyperclarté nucale peut être un signe aussi de problème cardiaque chez le fœtus. Mais il faut un certain stade, il faut attendre des semaines avant qu'il puisse avoir une écho fiable. Puis il faut lui refaire une écho morphologique entre les 2 premières échos, puis refaire encore cette deuxième écho. Et une fois que c'est normal, là ça y est, on se dit qu'on n'a pas plus à risque qu'une autre femme. Donc j'ai passé ce cap, c'était donc fin novembre, donc pendant 2 mois c'était un peu l'angoisse. On essaie de s'accrocher et d'espérer, et j'ai passé ce cap, puisque voilà, là on a eu l'écho fin novembre, et actuellement je suis enceinte de 26 SA.
voilà. Et le bébé se porte bien. C'est un petit garçon. Ça a été, je vous avais promis un parcours riche en rebondissements. Je pense que vous l'entendez au récit de Jenny. Ça a été un parcours juste incroyable avec des vrais rebondissements dans tous les sens, des périodes effectivement très douloureuses, très compliquées. Au moment finalement où tu dis ok, je vais peut-être prendre une pause, etc. Mais finalement on t'annonce que l'utérus a beaucoup souffert et qu'en fait là c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit dans l'immédiat, et donc c'est à chaque fois des coups de massue comme ça que tu te prends tout au long du parcours, avec une femme merveilleuse finalement, parce que voilà, une grossesse spontanée qui a décidé de s'implanter et où ça se passe bien, mais malgré tout ça se passe bien, mais t'avais quand même toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la... Oui, et puis une impression d'être dans une logique de c'est bizarre ce bonheur, il y a un truc pas net qui va arriver, ça cache quelque chose. Et c'est vrai que se dire qu'on a le droit que quelque chose peut bien se passer et continuer à bien se passer, c'est dur en fait de se mettre ça dans la tête. Ça, c'est tout un cheminement, c'est très compliqué quand même émotionnellement. Là-dessus, oui. Et puis alors moi pour le coup, parce que finalement ces petits clins d'œil, petites dédicaces à tous mes proches qui me disaient que j'y pensais trop, j'étais pas forcément dans un état zen de lâcher prise au moment où ça s'est implanté, parce que en gros je ne savais pas si j'allais retrouver ma fertilité, et puis j'étais en plus dans des démarches de forcing pour que la médecine interne me voie plus vite, parce qu'ils voulaient me voir en novembre et on pouvait rien tenter avant début 2024 si c'était comme ça. Donc en fait j'étais dans un état de nervosité, et c'est entre deux que j'ai appris la grossesse en fait. Donc on n'était pas du tout dans le lâcher prise, le repos, enfin c'était pas du tout ce contexte-là. Mais malgré tout, c'est sûr qu'on avait fait le deuil de la grossesse naturelle. Hein. C'était même plus la peine d'y penser. Hein. Alors j'adore parce que tu vois quand j'en parle, hein, quand on me contacte sur les réseaux, etc. Et quand j'en parle, on me dit oui mais les miracles c'est pour les autres. Mais en fait tous ceux qui ont vécu des miracles ont eu la même pensée en fait. Mais c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais. D'autant plus que j'étais enceinte sans le savoir. On a pour la énième fois appris que la dernière personne de notre groupe d'amis qui avait pas encore d'enfant avait eu son enfant naturellement, tout allait bien. On a encore appris cette nouvelle-là et c'est là que j'ai éclaté. J'ai dit à Guillaume, mais c'est tout le temps pour les autres. De toute façon, tu sais très bien que ce sera pas pour nous. Voilà. Comme quoi. Mon mari me dit d'ailleurs, t'es sûre que t'es pas enceinte? Je trouve que ta poitrine a changé. Arrête tes bêtises et tout. Bah, il croyait pas si bien dire. Il avait vu juste pour le coup, tu vois. Et surtout toi aussi que c'est comme ça qu'il m'a annoncé le truc. Alors écoute, il y a une copine encore qui est enceinte, mais t'es sûre toi que t'es pas enceinte parce que j'ai un doute sur ta poitrine. Arrête, ça m'agace. Le pauvre, il se fait engueuler alors qu'en fait, il avait raison. Il avait raison, oui, il avait raison. Et ouais, pour le coup. Mais je trouve ça, voilà, t'as eu un parcours complètement dingue, complètement, voilà, encore une fois, avec énormément de difficultés, mais aussi, t'as une résilience énorme, tu vois, de continuer à avancer malgré tout. Et tu vois, souvent, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais c'est vrai que le coaching de départ, c'est 9 mois. Et on me dit toujours, oui, mais si je suis enceinte dans les 3 mois, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être accompagnée par la suite? Et en fait, souvent, on s'imagine, tu vois, que le test de grossesse positif fonctionne et qu'après, c'est bon, tout va bien. Et la réalité, elle est complètement différente parce que le démarrage de grossesse, ça se passe rarement, comment dire, même si ça se passe très bien et que tout va bien, il y a 1001 questions qui fusent, en fait. C'est impressionnant de voir que ok, on a le test de grossesse positif et maintenant et là on est parti pour des millions et des millions de questions, et donc je trouve ça vraiment bien que tu dises, d'autant plus quand on a des parcours longs et éprouvants, que ça, en fait, ce sentiment de bonheur, ben on a parfois du mal à l'accueillir, tu vois, et parce qu'on pourrait croire qu'on n'est pas normal d'avoir peur de ce bonheur. Pour ma part, je l'accueille progressivement, de jour en jour. En même temps, je me dis, il y a un enfant, tout se passe bien, tout est ouvert actuellement. Je n'ai pas encore accouché de mon bébé en bonne santé. Donc en même temps, voilà, en même temps, je continue à dire les choses prudemment, mais je me dis, faut avancer. On a le test de grossesse positif, c'est un virage, la direction change, mais c'est le même chemin, il continue. Donc Et je pense aussi, tu vois, aux personnes qui ont eu des arrêts de grossesse à répétition. Je pense à Anne aussi, pour qui le parcours avait été compliqué et où finalement elle est aussi maman d'un petit garçon. Oui, il y a une vague de garçons en ce moment sur le coaching. Hein, il y a énormément de garçons.
Mais je pense à elle et à tant d'autres, mais parce que voilà, quand on a connu des éléments comme ça qui ont été éprouvant, ne fût-ce qu'émotionnellement, physiquement évidemment, mais aussi émotionnellement. C'est vrai que c'est pas évident d'accueillir ce bonheur et de faire confiance et de se dire ça y est, maintenant c'est bon, tout va bien. Pas forcément, il faut le temps aussi d'accueillir les choses et d'avancer un jour à la fois. Et je crois que c'est important de le rappeler aussi et de se dire que en fait vous n'êtes pas anormal si vous avez peur de vous réjouir. C'est normal en fait, c'est lié à tout ce que vous avez vécu et ça veut pas dire que ça ne se passera pas bien pour autant, mais c'est normal simplement d'avoir des craintes, tout simplement. Ouais, on reste toujours très prudent. C'est sûr qu'on n'a pas le même vécu qu'une personne qui a eu des grossesses à chaque fois rapidement, qui en a son 5e. Tout ça se passe toujours très vite. C'est pas le même vécu, c'est différent. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir été accompagnée avec le coaching Éclosion? Dans mon malheur, au moins, enfin si ce malheur n'était pas arrivé, toute cette difficulté, ce parcours douloureux de l'infertilité, je n'aurais jamais fait ce coaching. Et au final, ça m'a appris en fait émotionnellement à prendre soin de moi en fait, à prendre soin de ma santé, aussi à ne c'est ça en fait, finalement c'est les objectifs que je m'étais fixés et ce qui m'avait convaincu initialement, c'est que ça a donné un sens en fait à mon parcours, parce que c'est vu d'une certaine façon, ça peut être que de l'injustice, hein, ça peut être que des émotions négatives qui s'enchaînent, un ascenseur émotionnel, et là ça a transformé quand même le parcours en positif. Et puis en même temps, ça m'a donné la possibilité aussi d'être actrice de mon projet et de me dire on peut changer les choses, on n'est pas juste en train de subir. On peut changer les choses, on peut transformer en parcours positif si on veut. On peut mettre en place des choses aussi. Et moi, sachant que j'ai un métier où voilà, on a des recommandations, on doit faire les choses d'une façon et pas d'une autre. Moi, ça m'élargit les horizons. Même en tant que médecin, je serais pas le médecin que je suis si j'avais pas vécu cette épreuve. En fait, comme les personnes me parlent de paramédical, j'écoutais brièvement, j'étais pas contre, mais c'est vrai que là maintenant, je me rends compte que tout ce qui peut accompagner une personne autre que médicale, c'est un complément indispensable. Et là, en l'occurrence, l'accompagnement émotionnel pour l'infertilité, en fait, on vit quelque chose de, ça peut aller, j'emploierais presque le terme torture par moment. Toutes ces émotions, psychiquement parlant, c'est une épreuve déstabilisante. Et heureusement, en fait, que ce parcours existe, il est indispensable. On est en plus dans une société où ça reste encore tabou, on a du mal à en parler. Il faut bien conditionner son environnement, et donc heureusement finalement que j'ai eu ce parcours-là, c'est enrichissant. Et puis je pense que si je n'étais pas si bien accompagnée émotionnellement parlant, à mon avis, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. C'est une magnifique transformation, c'est une magnifique évolution personnelle finalement, hein, tu vois, ce que tu as vécu, et de voir à quel point finalement là où t'étais et là où ça t'a emmené quelque part. Je le dis toujours, et je sais que c'est compliqué, j'en parlais encore dans le coaching hier soir, mais c'est vrai que quand on est encore dans ce parcours, c'est compliqué de se l'imaginer, et je le dis toujours, je ne serais pas la mère que je suis devenue si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Et je ne serais pas non plus la thérapeute que je suis si j'avais pas vécu tout ça. Et donc, je crois que malgré tout, voilà, il y a moyen d'en retirer du positif. Mais pour ça, c'est aussi important que des personnes puissent de temps à autre vous amener là où il faut aller. Parce que c'est vrai que soi-même, on a tendance à aller sur d'autres voies, peut-être, et parce qu'on n'en voit pas d'autres. On voit l'injustice, on voit la colère, on voit la frustration, on voit tout ça. Mais on voit moins les opportunités, on voit moins les jolies choses qui peuvent malgré tout arriver. Et c'est vrai que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommanderais? Mais oui, bien sûr, je le recommanderais. Je dirais aux personnes qui hésitent, ne tardez pas, n'hésitez pas trop longtemps, faites-vous quand même accompagner émotionnellement, parce que on le propose pas en fait, on le propose pas en tant que médecin de PMA. Ils proposeront peut-être un psychologue s'ils voient qu'il y a une énorme détresse, mais en réalité c'est quasiment toutes les femmes qui vivent très mal le parcours d'infertilité. Donc en fait l'accompagnement émotionnel est indispensable. Puis ce qui est dans ton accompagnement particulièrement, en fait tu nous reconditionnes dans un esprit qui est, voilà, on est bienveillant envers nous-mêmes, et puis on fait de cette épreuve une force, et ça c'est indispensable en fait.
l'accompagnement est complet et c'est ça aussi ce que ça m'a apporté, c'est que il y a collaboration avec plein d'autres professionnels de santé, donc ça m'a permis de faire des rencontres extrêmement intéressantes et décisives aussi. Fertiline, voilà les professeurs de yoga aussi qu'on suit en ligne, plein de choses comme ça, les médecins en médecine fonctionnelle, et puis également les rencontres avec d'autres personnes, parce que les forums de il y a 10 ou 20 ans où les femmes étaient en détresse et puis on n'a pas de nouvelles après. Vaut mieux des échanges physiques avec des femmes qui vivent le même jour que nous, la même période que nous, des choses semblables. On peut échanger, voilà, directement à notre époque, sur notre état d'esprit du moment. Donc oui, je le conseillerais fortement. C'est bénéfique, c'est global. Donc foncez et surtout ne tardez pas trop, parce que l'accompagnement émotionnel, s'il pouvait être mis en place dès le début, ça éviterait de faire des dégâts. Oui, et c'est vrai. Alors il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, parce que j'aime aussi travailler à améliorer et à accentuer encore plus les efforts mis en place pour améliorer la prise en charge. Et donc l'année qui vient, il y aura encore énormément de modifications, d'ajouts, etc. Déjà ici, j'ai intégré un médecin fonctionnel. Il y a un cabinet d'ostéopathie aussi, ostéopathie gynécologique, que je recommande, qui est vraiment partenaire du programme, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, qui ont beaucoup évolué d'ailleurs cette année, mais il y a encore beaucoup de choses à venir pour l'année qui vient. Et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir cette prise en charge globale, justement, parce que souvent d'un point de vue médical, on va être focalisé sur un aspect et on oublie. On a parlé d'énergétique tout à l'heure, on pourrait parler de beaucoup de choses finalement, mais on oublie que c'est un tout et que c'est vraiment important finalement de travailler sur tous ces aspects en simultané et pas juste un pilier au détriment des autres parfois, tu vois. Oui, pour que les choses s'alignent, il faut que tout soit pris en charge simultanément. Et c'est vrai que j'ai tâtonné beaucoup les premières années d'infertilité. J'ai tâtonné un petit peu partout, mais si j'avais pu trouver rapidement ce qu'il me fallait, voilà, moi je conseillerais cette piste-là forcément, le Positive Mind Attitude de Mia, parce que voilà, c'est complet et puis tu connais le sujet, donc là c'est top, quoi. J'adore. Merci beaucoup en tout cas, Eugénie. C'était un plaisir pour moi, évidemment, de t'accompagner, mais c'était un plaisir pour moi de te recevoir aussi aujourd'hui, parce que je pense que ton histoire va inspirer beaucoup de personnes. Et je pense que c'est intéressant aussi, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est que quand on est dans ce parcours, on a du mal de trouver des issues positives ou des gens qui se confient, tu vois, vraiment dans le parcours. Et moi, ça m'aurait fait tellement de bien d'entendre toutes ces histoires et de voir qu'il y avait des issues positives derrière que voilà, c'est ce que j'ai envie de poursuivre, et justement de partager toutes ces histoires, parce que ça donne de l'espoir à celles qui attendent et qui en ont besoin. Donc voilà. Le plaisir est partagé, et oui, en fait, moi, ce sont les témoignages aussi qui m'ont aidé à avancer. Donc, c'était important aussi pour moi de pouvoir témoigner à mon tour si j'avais une expérience positive. Génial. Écoute, j'en suis ravie. Merci beaucoup, en tout cas, Eugénie. Merci à toi. Pour celles qui m'écoutent, qui ont envie de rejoindre le coaching éclosion, eh bien, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de cet épisode, où vous allez sur le site positivemindattitude.com et vous allez trouver toutes les informations. Et puis, vous pouvez me retrouver évidemment sur les réseaux, vous m'envoyez un message. C'est vraiment important pour moi de vous dire, mettez toutes les chances de votre côté dès maintenant. Un accompagnement va vous permettre de gagner un temps précieux, d'avoir les bonnes infos tout de suite. Imaginez-vous, on a Eugénie qui dit « j'ai tâtonné les premières années » et Eugénie est médecin. Donc vous imaginez, quand on n'est pas du tout du milieu médical, à quel point on peut galérer à trouver les bonnes informations. Donc vraiment, ne tardez pas et vous allez gagner un temps précieux. Merci beaucoup Eugénie, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.